C'est sûr que là, ce soir, ça fait un peu chiffon de parler de ça. Mais après tout, c'est la vérité. Et la vérité, à qui elle pourrait faire peur? C'était il y a 2 ans. J'étais partie chez ma mère. Quand je suis arrivée, il n'y avait personne à la maison. J'ai appelé. Pas de réponse. La voiture était dans la cour et tout était ouvert. Je suis allée à la bergerie. Les brebis étaient silencieuses et ça, c'est rare. Je l'ai tout de suite vu qu'ils se balançaient. J'ai sauté sur le tracteur, descendu la fourche. Mais il n'y avait plus rien à faire. Il était tout froid, tout raide. Je l'ai allongé. Je me suis assise à côté sur une botte de paille. Et là, les brebis se sont mises à gueuler. Je suis restée comme ça, je ne sais pas combien de temps. Et puis après, l'enterrement, le cimetière. Tout ça comme dans un mauvais cauchemar. Mon Pierre, il avait juste laissé un mot sur le buffet de la cuisine. Je peux plus. Je vous aime. Pardon. Bah, des fois, avec le ras-le-bol et tout ça accumulé, oui, on peut penser au pire. Oui. Et avec ces pensées-là, des fois, l'issue peut être fatale. Bah, la voiture, vous savez, elle serait partie. J'avais pas envie de la retenir, quoi, voilà. J'ai déjà fait une tentative de suicide et je me suis aperçu que, si vous voulez, ça avait fait beaucoup de mal autour de moi. Et c'est là il m'a sorti la phrase « j'ai envie de me flinguer ». Si je lui dis, c'est que c'est... Et puis si voilà, on a enlevé ses armes, c'est que quelque part, j'y avais pensé. La ficelle du peignoir, comme ça, et puis, non, t'arrêtes, quoi. J'avais essayé, hein. Mais non, pas... J'ai pas été jusqu'au bout, quoi. Chaque matin, un agriculteur n'a plus la force d'attendre le soir. Au bout d'1 an, cela fait plus de 400 agriculteurs, certains disent le double, qui mettent fin à leur jour. L'évaluation du nombre de ces suicides reste difficile à établir. Par pudeur ou par honte, le monde de la campagne est un monde où l'on parle peu de ces choses-là. Le silence des campagnes masque bien souvent des drames dont nous n'avons pas conscience. L'agriculture est compliquée. C'est fait d'une mosaïque de professions avec des gens qui quelquefois causent, quelquefois ne causent pas, ont des métiers qui sont de nature différente, utilisant des machines pour certains et utilisant les animaux pour d'autres, et tout ça c'est très compliqué. Si vous êtes dans cette situation aussi aujourd'hui du point de vue de la fatigue morale, de la dépression ou de l'épuisement, c'est aussi lié à votre métier. Je le pense aussi. Bon, c'est vrai que j'ai accumulé on va dire quelques emmerdes, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais successifs, bon, c'est vrai que on en a toujours eu, même au début, perdu des bêtes, j'ai toujours perdu des bêtes depuis que je suis paysan, parce que c'est jamais du 100%, faut pas rêver non plus. C'est vrai moi je pense qu'on est dans une période de guigne, un peu c'est tombé comme ça, ça fait 2 ans, bon, s'il y a un truc qui va tomber, je suis obligatoirement que je suis dessous, il n'y a pas de souci. Mais bon, peut-être penser un peu comme Pierre Richard au cinéma, mais c'est un peu ça, quoi. S'il y a d'abord le jour qui m'arrive rien, des jours qui m'arrive pas trop grand chose, je me dis tiens, je me méfie parce que je suis encore pas couché, je m'attends au pire, parce que j'avais perdu le sens de l'humour, oui, parce que je veux pas dire que je blaguais tout le temps, mais j'avais encore bien le mot pour rire, comme ça, sauf dans les cas, bon, on a toujours des soucis, tout le monde. Mais la conversation, elle finit par tourner toujours autour de ce qui va pas, quoi. Voilà. Alors, moi, à la limite, c'est même,
pour soi, on s'en rend pas compte, mais ça peut finir par être pénible pour les autres aussi. Hein, parce qu'on devient de moins en moins intéressant aussi, à force. C'est vrai que j'étais épuisé. C'est vrai que j'ai eu un moment de fatigue où il a fallu que j'aille faire une cure de sommeil parce que j'avais perdu ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile de partir. Quand j'ai eu la jambe cassée, on y va bien, la jambe cassée, mais quand moralement on est mal, bon, tant qu'on a encore ces deux bras, ces deux jambes qui fonctionnent, ben on dit on va essayer on va pas s'en aller, quoi, puis c'est tout, essayer de continuer, essayer de faire face au travail de tous les jours, et puis parce que on va quand même partir à l'hôpital quand on est à peu près en forme, enfin, c'est un grand mot, forme, mais on a quand même l'impression d'abandonner son travail, d'abandonner, quoi. Et alors, j'ai pas fait paysan pour abandonner non plus, quoi. Mais des vacances à ce moment-là, non. Oh, j'ai dû prendre, si, j'étais à Paris 8 jours avant de me marier, on a été une semaine, j'ai quand même été à Paris une semaine, j'ai vu la Tour Eiffel de près, c'est peut-être un événement, mais c'est vrai que j'ai jamais été à l'océan ni rien, bon, c'est vrai qu'il y a des fois j'ai déjà pensé, c'est vrai que ça serait pas dramatique de partir 3-4 jours, d'aller voir au moins la Méditerranée, enfin j'aimerais mieux la Bretagne, moi, parce aller voir la mer de près une fois, quoi, quand même, parce qu'on y voit à la télé, mais c'est quand même pas pareil. Je veux pas dire que ça serait pas une envie, mais ma foi, finalement, on se dit plus tard, quand ça ira mieux, quand on sera en retraite, voilà, quoi, je veux dire. Les agriculteurs ont du mal à parler de leurs difficultés parce que, en particulier, le regard extérieur qui est posé par la profession, qui montrerait qu'ils sont plus faibles que les autres ou qu'ils réussissent moins bien, c'est déjà quelque chose qui n'est pas facile. Mais c'est quelque chose qui est partagé par d'autres professions. Je pense aussi qu'ils s'anesthésient par le travail. Lorsqu'on est en situation de malaise, lorsqu'on est en grande difficulté, on va faire des heures de travail de telle manière qu'on y pense moins à cette peine que l'on peut avoir de diverses origines, privées ou professionnelles. Et puis, on est quand même globalement dans un apprentissage de la part des parents, en particulier dans l'agriculture. Il faut serrer les dents, avancer, et c'est faire preuve de faiblesse que de témoigner de sa difficulté d'être, de sa difficulté ou de son malaise. Donc ça explique qu'un certain nombre d'agriculteurs soient en difficulté pour témoigner. Oh, c'est curieux, une vache, c'est curieux de nature. Mais c'est vrai qu'elles sont pas forcément très sauvages. Tiens, alors lui, il n'est pas toujours très gracieux, lui. Il aime pas trop quand il vient quelqu'un comme ça, quand il connaît pas. Bon, nous, on a fait une mauvaise année. Cette année, il pleut tout le temps. On a miséré au printemps, on a miséré. D'abord, vous voyez, les terrains sont mouillés, c'est tout. Là, il y avait de l'herbe, là, les bêtes, elles abîment tout avec leurs pattes. On a miséré. Nous, il y a des endroits où c'est trop sec en France. Nous, cette année, on a miséré avec la pluie tout le temps, hein, tout le temps. Hein. On a fini de faner au 15 août, on restait pris avec les moissonneuses pour moissonner les cultures. Là, bon, j'ai à peine semé 2 hectares de blé, là, il a fallu se sauver et on ne peut plus rentrer dans les champs. Les maïs sont pas faits, on a le soja, il a fait entre 2 averses. C'est vrai que cette année, il faut tout y faire à la sauvette, quoi. Tous les métiers sont difficiles, après, parce que moi j'ai des vélages assez regroupés, il faudrait étaler les vélages, véler plus tôt ou plus tard, en avoir moins d'un coup, quoi. Mais par contre, il faut plus de bâtiments. J'ai pas assez de bâtiments, il faudrait encore faire des bâtiments plus grands. Puis bon, moi j'ai 50 ans, puis en attendant, je n'aurais presque assez. Moi, je voudrais bien attendre que... Depuis que je suis tout petit, je suis tout le temps dedans, ça me plaît, et puis je voudrais faire ça, quoi. Pour faire ce qui me plaît. Mais bon, faire ce qui nous plaît, c'est bien, mais il faut pouvoir vivre avec aussi. Attention, tourne-lui pas le dos. Bon. On sait jamais, parce que c'est quand même un taureau, on sait jamais. Hein. Mais lui, en s'installant, à la limite, il pourrait peut-être modifier un peu notre système d'élevage et puis faire plus de céréales déjà pour être autonome déjà en céréales et en paille, et puis à la limite un peu moins d'animaux. Pas forcément s'agrandir toujours plus non plus, parce qu'on en sort fort, parce que c'est ce que je dis, moi.
Bon, on ne peut pas vivre avec 20 hectares non plus, mais c'est pas la peine d'en avoir 300 non plus, parce que est-ce qu'ils sont beaucoup plus riches que nous Enfin, moi, j'y. Et puis, pourquoi pas avoir 3 paysans au lieu d'en avoir qu'un seul? C'est peut-être mon idée à moi, mais... C'est aussi bien. 3 paysans, au lieu d'avoir 3 millions de chômeurs, on aurait 3 paysans à la place d'un seul, ben, ça ferait toujours 2 chômeurs de moins. Enfin, maintenant, c'est peut-être pas comme ça que ça va, mais moi, j'y vois comme ça. C'est tout. Chez M. Vantard, dans le Jura, la pluie retarde le travail des champs. En Touraine, à 400 km de là, c'est le manque de pluie qui soucie M. Détouche. Comme on sort d'une période de sécheresse, il n'y a pas beaucoup d'herbe dans les champs. Donc là, je suis parti donner à manger aux vaches parce que comme je suis dans la période de vélage et qu'il y a déjà 25 veaux de nez, il faut de l'alimentation pour que les vaches donnent du lait, pour que les veaux aient à téter. Donc je leur remets du foin de bonne qualité avec des oligos. Elles vont être là encore pendant 5-6 jours et après l'herbe aura un peu repoussé. Donc là, je pourrai les relâcher. Elles seront en autonomie. Calme-toi, arrête. Toutoune. Ça va, moi, toutoune? Tu vois, c'est calme parce qu'elles ne te connaissent pas et il y a des endroits où tu irais et ça se passe à côté, ça. Bon. Mesdames, à demain. J'ai repris donc la ferme de mes parents, voire même de mes grands-parents. C'est totalement différent d'avant mon père. Mon père, autrefois, j'ai connu quand j'étais tout gamin, lui avec 2 ouvriers sur cette exploitation. Et au jour d'aujourd'hui, je suis tout seul sur la même exploitation. C'est un stress parce que bah, tu veux y arriver par rapport à la mémoire de tes parents. C'est des challenges parce que bah, les générations changent et se ressemblent pas. Donc on a du mal quand on est avec ses parents à pouvoir s'exprimer vraiment dans son métier. Et après, bah, quand on est tout seul, on se retrouve dans la réalité du métier. Et puis bah, c'est là où il faut qu'on s'exprime. Mais dans notre métier, on n'a plus le droit à l'erreur. Ces angoisses sont revenues tous les ans à partir du mois de février-mars à peu près. Donc c'était cyclique. Moi, j'appelle ça le stress du printemps. Je pense que beaucoup d'agriculteurs vont le reconnaître. C'est-à-dire que l'hiver est passé sur certaines cultures et on est là en espérant que les conditions climatiques vont être là pour que le revenu soit au bout parce que on a des remboursements de prêts, on a des remboursements de charges. Donc, il faut que l'argent rentre. Je pensais que c'était quelque chose de passager comme toutes les autres années qui allait partir avec la moisson ou avec les beaux jours. L'année dernière, comme je dis, c'était devenu plus grave. Et puis, il y avait beaucoup d'autres manifestations d'anxiété. Par exemple, il n'arrivait absolument pas à prendre de décision par rapport à ces cultures et ces traitements de culture. Surtout que Bernard, effectivement, il s'est lancé sur une agriculture de conservation, où il est en train de mettre en place des essais. Donc pour lui, ça rajoutait un risque de plus pour son exploitation, mais un risque qu'il voulait prendre. Et je pense que pour moi, c'était toutes ces choses-là, pour Bernard en tous les cas, qui sont rajoutées l'année dernière d'une façon où c'était plus surmontable. L'année dernière, c'était énorme dépression où je me suis rendu compte que j'étais rendu au fond, au grand fond du puits. On peut pas trop expliquer ce qui se passe, mais c'est tellement violent et on souffre tellement qu'on est tellement fatigué parce que la dépression c'est épuisant, on se rend pas compte, mais c'est épuisant. C'est tu dors pas la nuit, t'es vidé, ça te vide complètement. Donc des fois pour te soulager, tu peux avoir des idées noires. Tous les jours, quand je rentrais, il était assis mou et pas bien. Et ce soir-là, j'avais posé la question, voilà, ça a été ta journée, et puis il m'a répondu que ça n'allait pas du tout, et puis il avait qu'une envie, c'était de se flinguer. Oui, je pense que si je lui ai dit, c'est que quelque part, j'y avais pensé, donc c'est quelque part, si je lui ai dit, c'est que et puis si, voilà, on a enlevé ses armes, c'est que quelque part, j'y avais pensé.
Le suicide est devenu pour moi une réalité depuis que je suis là, depuis 2006, parce que j'ai entendu parler des personnes qui se sont suicidées. Or, jusqu'à maintenant, ça, je ne connaissais pas. Et donc, quand Bernard m'a dit, lui, je savais que dans le contexte agricole, ça peut se passer. Elle a récupéré le numéro d'une personne qui travaille bénévolement dans la région, qui s'appelle Jean-Michel, et cette personne est venue me voir, et on a causé. Et il m'a donné des solutions, il m'a aidé, il m'a réconforté. Donc déjà, c'était un premier pas, déjà d'avoir une communication avec quelqu'un. J'avais son numéro de téléphone, quand j'étais noir, je pouvais l'appeler, il était là à l'écoute. Il était fort bien pour Bernard parce que c'était quelqu'un du milieu agricole. Mais lui aussi a avoué que finalement, il n'y a rien. On a beau chercher sur Internet, on a beau appeler les organismes qui sont censés être là pour les agriculteurs et finalement, il n'y a rien du tout derrière pour les aider. Je n'ai pas de formation de médecine, j'ai simplement, appelons ça un don, c'est de ressentir les gens qui ne vont pas bien, qui ont un comportement différent de la normale, et de pouvoir venir en parler avec eux ouvertement. Souvent, les services sociaux ne sont pas dans la cour de l'agriculteur. Nous, ce qui fait qu'on détecte beaucoup les gens qui ont des problèmes psychologiques en agriculture, c'est qu'on est dans la région. Et quand on va à une fête, à une manifestation agricole, un concours de labour, on voit quelqu'un qui a un comportement différent de la normale ou différent des autres fois. Ou alors ses amis qui nous disent « Tiens, un tel, il n'est pas venu, il ne veut plus aller nulle part. Il s'isole, il devient grincheux. » Ça alerte. Et c'est là que je vais le rencontrer, le voir, essayer de parler un petit peu avec lui. Et puis, ça dénoue souvent des situations et ça permet après de l'orienter vers un psychologue, un psychiatre, l'assistante sociale, en fait, tous ces gens qui gravitent autour, mais qui sont un tout petit peu plus loin, eux, en fait. Moi, j'ai toujours été bénévole, j'ai jamais touché un seul centime de mes prestations. Et c'est un geste qui est très difficile. C'est pour ça que mon mari et le fils, ils ont pris une machine. C'est un travail très pénible que je ne veux plus faire. Que je ne fais plus depuis plusieurs années. Parce que c'est trop difficile. Alors que j'aimais ça faire ça. Mais c'est trop difficile. Bonjour Bernadette. Bonjour Monsieur Denis. Ça va bien? Ça va. Et vous? Ça va. Comment ça va depuis la dernière fois? Disons que ça a été plus douloureux qu'avant. Ouais. Qu'est-ce que ça donne autrement? Ça, il y a eu une aggravation de la cage thoracique. Ouais. Voilà. Donc bon, on essaie de pallier, mais ça remonte à loin. Donc, les médecins n'ont plus ce côté d'écoute qu'ils ont eu à un moment. Ils sont trop débordés par leur travail. Je ne sais pas les raisons. Monsieur Denet, c'est au niveau de l'écoute, c'est pas le même choix. Et c'est pas un but lucratif. Il va pas voir cet aspect-là. Il va voir le problème humain par rapport à ça. Oui. Il m'a sauvé la vie. Voilà. Monsieur Denet m'a sauvé la vie. On arrive chez Christophe et Dominique Girard qui nous ont fait appel depuis le mois de mai suite à des gros soucis de santé et une pression importante de la part des créanciers. Donc là on arrive pour faire un peu le bilan des choses et voir pour l'ouverture d'un redressement judiciaire. La dette n'est pas très importante, mais dans la dette, il y a une grosse dette dans une coopérative et la pression est très forte de la part de cette coopérative qui va rendre toute la récolte, ce qui fait que Christophe Girard
ne peut pas profiter de cette récolte pour payer d'autres dettes que celles de la coopérative. Ce qui le limite énormément sur les moyens de gestion de son exploitation. Le but d'un redressement, c'est de vous permettre bien sûr de payer votre passif, mais aussi de vivre de nouveau de votre métier. Donc il faut enlever les prélèvements privés. Donc là, nous, on définira, enfin avec vous, vous définirez vos besoins, un salaire mensuel. Et donc on enlève cette somme-là. Ce qui est bien, c'est d'enlever aussi une marge de sécurité, puisque quand on fait un prévisionnel, plus la marge de sécurité est importante, plus c'est facile de le faire passer auprès du tribunal, ce qui est logique. Hein. Et derrière, on voit la somme qui reste de disponible pour payer le plan. 37 moins 15, alors il te reste crédit mutuel, il te restait 38, 114. Il y a peut-être eu des arriérés, je te dis, sur ce mois-ci. Les ennuis de santé de M. Girard ont commencé il y a 14 ans. Il a été opéré 5 fois du dos. Ces problèmes ont stoppé net tous les projets de développement de l'exploitation. Oui, donc je voulais vous montrer mes 2 bâtiments photovoltaïques qui sont montés maintenant et qui sont en service depuis bientôt 6 mois. J'ai eu la chance de trouver des financiers qui m'ont monté ces 2 bâtiments de 1000 mètres carrés chacun. Moi, je leur loue le terrain et eux, ils ont un bail sur une durée de 30 ans. C'est-à-dire qu'eux reçoivent l'électricité. Et moi, j'ai la jouissance des bâtiments, je peux faire ce que je veux dessous. Le projet avec les bâtiments, c'était de réaménager pour faire des vaches laitières, pour continuer la production laitière. Parce qu'aujourd'hui, avec les bâtiments existants, je n'arrive pas à faire mon quota laitier. Il me manquait presque 120 000 litres de lait. C'est-à-dire 120 000 litres, ça veut dire une perte de 30 000 € pratiquement sur le chiffre d'affaires. C'est vrai que j'aurais pu retrouver une rentabilité sur l'exploitation, mais pour aménager les bâtiments, il manque de l'argent, il manque beaucoup d'argent. Et si vous voulez, bon, les banques ne pourront pas et ne veulent pas me prêter. L'actualité, Marie-Coralie Fournier, des chevaux et des bonnets maltraités dans les Deux-Sèvres. Appartenait à Saint-Martin du Fouillou, 33 animaux ont dû être pris en charge par les services vétérinaires. 7 chevaux sont morts, on y revient dans le journal de 8 heures. Dans un quart d'heure aussi, les questions après l'incendie et les mini-explosions. Je me lève à 6h30, 6h15, 6h30. Je commence la traite à 7h. Et bon, la traite dure environ une bonne heure. Et bon, grosso modo, je termine le travail vers 9h, 9h30. Parce qu'après, il faut soigner les animaux, leur donner à boire. Pardon, tous les jours, week-end compris. Samedi et dimanche. Un samedi matin, je les ai tous convoqués, mes enfants, ma femme, qui n'était pas au courant d'ailleurs, que je faisais tout ça, et mon petit apprenti Victor, parce que bon, ils étaient beaucoup impliqués aussi dans l'exploitation. Et je leur ai demandé, est-ce que je peux faire une lettre pour crier au secours? Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que je suis au fond du tunnel et au lieu de faire une bêtise, je préfère demander à ce que l'on m'aide. Je suis partie quelques jours et en revenant, il me dit, voilà, j'ai l'intention d'écrire une lettre ouverte aux journaux nationaux, régionaux, pour pousser en fait un coup de gueule, parce que il était dans une telle situation financière et de santé. Ça faisait longtemps qu'il est malade et il n'a jamais été reconnu en tant que tel. Et donc c'est un coup de gueule pour dire qu'il en avait ras-le-bol de cette situation, de n'être reconnu par personne en fait. C'est pas facile de raconter ses difficultés. On peut le considérer comme
un manque de pudeur. Moi, je trouve que c'est vachement courageux de sa part. Il l'a fait pour lui, pour nous, pour notre famille, et puis je suis sûre que ça va aider aussi beaucoup d'agriculteurs en difficulté, parce que beaucoup d'agriculteurs vont se retrouver dans le même schéma que Christophe et moi. Et bon, il y a eu beaucoup de retours positifs, disons, hein, de la part de certaines personnes qui hors agricole, mais du milieu agricole aussi. Des personnes du milieu agricole qui m'ont appelé après cette lettre pour me dire qu'ils étaient dans la même situation que moi, bon, excepté qu'eux n'étaient pas malades, mais qu'ils voyaient l'avenir, un avenir très très sombre, et je les ai sentis vraiment très très mal. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils me rejoignent pour que eux aussi crient au secours, mais j'y suis pas parvenu. Allez, on y va. Allez, allez. Venez les belles, venez les belles, allez, venez. Pour faire face aux dettes les plus urgentes, Christophe doit vendre une partie de son troupeau. Quand je regarde mes animaux, quand je regarde mes vaches, j'ai l'impression qu'elles m'en veulent un petit peu quand même de devoir partir, quoi. C'est une impression vraiment qui habituellement elles m'approchent, mais aujourd'hui non, elles veulent pas. Donc voilà. Voilà, et c'est triste. Je vais probablement verser une larme. Bon, voilà, ça me... j'y pense déjà tous les jours, quoi. Je me dis, le dernier jour va être évidemment très très dur. Mais je m'y prépare. Mais ce sera encore plus dur pour Christophe que pour moi, parce que lui, il a toujours fait le lait. Donc, évidemment, le départ des vaches pour lui va être encore plus difficile. Revenus insuffisants, angoisse liée à l'avenir, difficulté de garder le patrimoine familial, solitude et parfois célibat, image de pollueur, c'est généralement l'empilement de tous ces facteurs qui génèrent stress, dépression et qui parfois poussent au drame. La MSA, Mutualité sociale agricole, a pris conscience de l'importance du problème. Elle a lancé un grand plan d'action national contre le suicide qui va se développer jusqu'en 2014. Autour de la prise en charge du suicide, effectivement, il faut un certain nombre d'outils. Donc un certain nombre d'outils ont été mis en place, dont la formation à laquelle vous assistez aujourd'hui. Cette formation s'adresse à tous les personnels de cette agence de Besançon, médecins, travailleurs sociaux, mais aussi aux salariés chargés de l'accueil ou du contentieux. L'objectif est de les sensibiliser aux signes du mal-être qui conduisent les agriculteurs à un acte suicidaire. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans le modèle que je vais vous présenter, finalement, ce qui est au centre de la crise suicidaire, c'est la souffrance. Par rapport à cette souffrance qui est extrêmement importante, intense, à un moment, la personne qui souffre et qui est en difficulté n'a plus d'autre choix pour que ça s'arrête que le passage à l'acte. Quand on parle de choix, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Dans cette situation de crise, on ne pense plus correctement, la réalité est embrouillée et que les solutions qui nous paraîtraient, nous, adaptées pour faire face à une difficulté ou à une souffrance, ne sont plus accessibles à la personne et deviennent des solutions inadaptées avec, à terme, une seule solution qui est le passage à l'acte pour mettre un terme à la souffrance. Donc c'est une absence de choix plutôt qu'un choix, il n'y a pas d'autre choix, avec l'idée que c'est le seul recours et la seule solution.
Je crois que le bonheur n'est plus dans le pré. Voilà, il l'a peut-être été, encore que je suis pas sûre que c'est pas été toujours un mythe, mais il ne l'est plus pour différentes raisons. C'est-à-dire que d'abord le pré est à partager, on pourrait peut-être le dire comme ça. En 50 ans, on passe d'une population active très importante à 2% de la population active actuelle. Donc c'est quand même un sentiment, même si ça n'est pas... ça fait pas tout, je veux dire, d'être nombreux, hein, mais c'est quand même un sentiment d'appartenir à une communauté professionnelle qui a du poids, qui fait des choses de valeur, et tout d'un coup, eh ben, cette communauté professionnelle, elle se réduit à 1, 2 exploitants par village, qui ont bien du mal à se faire entendre, non seulement pour exercer leur métier, mais pour occuper l'espace. Ils sont mis en question jusque dans l'espace d'exercice de leur métier. Et on leur dit, ben, il faut que vous continuez à faire votre métier. Votre métier sert plus à grand chose parce que vous produisez des choses qui sont polluées et immangeables, etc. Et puis du coup, ben, votre territoire, on va se l'approprier, nous, comme on veut, parce qu'on est maintenant plus nombreux que vous sur cet espace commun. Hein, c'est des conflits territoriaux, quoi. Le sentiment qu'ils ont, c'est d'être repoussés comme ça, alors qu'ils ont toujours ce sentiment que c'est eux qui l'entretiennent, le territoire. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Célibataire, non, célibataire, oui, parce qu'avec ce métier-là, c'est pas simple non plus. Parce qu'il faut trouver la personne qui accepte les contraintes de ce métier, surtout avec de l'élevage laitier, par rapport à la traite, et puis voilà, ça c'est très difficile. Et après, en étant tout seul, comme on est fatigué, on n'essaye pas de se créer des sorties, en fait, parce que on est fatigué, puis on n'a pas envie d'y aller. Donc ça, tout ça, après, on se retient un peu de tout ça, puis voilà, on perd des amis même. Mais quand on est plus jeune, on ne pense pas à tous ces problèmes qu'on peut rencontrer plus tard. Les parents sont là, c'était avec mes parents, donc ça se passait très bien. Après, j'ai eu un employé pendant 3 ans et demi, donc ça c'est bien aussi, ça m'a soulagé aussi, j'ai pu prendre des vacances. Et après, au bout d'un moment, voilà, quand on se retrouve tout seul, ben, c'est dur. Hein. Quand on veut faire la même surface sur une quantité de lait, c'est plus dur. En l'élevage laitier, il y en aura de moins en moins par rapport aux contraintes et puis la vie qu'on a. Ça sera plus des élevages familiales, je veux dire, ça sera plutôt des grosses unités, mais qui ne sont pas forcément mieux. Donc voilà, on va remettre sur le cahier sanitaire la vache qui était malade hier, que j'ai traitée, fait par le vétérinaire. Si j'enlève ça, ça sera mieux. Donc c'est la 553. Date du traitement, donc le 3/10/2012. Traitement. Après la fin, ça dépend si le véto revient. Nature de traitement du Tylan, 1 fois par jour, pendant 5 jours. Donc le lait, ben après en fonction le temps d'attente, Tylan c'est 14 jours et donc 6 traites. Donc ça fait vers le 10. 10 au soir. Pour la remise en vente, voilà. Ça, il faut le faire à chaque intervention sur les animaux, ça. Sachant qu'il y a quand même l'ordonnance, mais il faut quand même le retranscrire, alors qu'il y a un suivi, il y a une traçabilité avec l'ordonnance. Enfin, c'est comme ça. On est obligé de faire avec. Donc ça pourrait être du travail supprimé, évité, sachant qu'il y a l'ordonnance. Qu'on peut boire des médicaments sans ordonnance, du fait du bilan sanitaire fait par le vétérinaire. Donc ça, moi je dis que c'est un travail supplémentaire, qu'on pourrait se passer. L'agriculteur est seul face à des institutions de grande taille, avec des services juridiques, avec des contrôleurs, par exemple, là pour la PAC, ou bien pour le travail, ou bien des personnes qui vont venir évaluer son travail en termes de normes. Hein. Est-ce que l'exploitation est aux normes ?
et il se retrouve en fin de compte vraiment tout petit, poussé, tout petit, face à de très grandes institutions qui le critiquent, qui envoient des personnes très spécialisées, très pointues, qui l'évaluent. Et là, il est seul face à ces institutions, à essayer de se défendre. Alors, il y a des soutiens hein, parfois dans les chambres d'agriculture, il y a des soutiens par un certain nombre d'organismes autour, du conseil, etc. Mais il reste cependant seul face à cette inquiétude du contrôle, face à cette inquiétude, etc., qui ne devrait pas être, il ne devrait pas être inquiet, il ne devrait pas pouvoir être inquiet. Donc voilà, ça c'est les cours d'aujourd'hui, là, voilà. C'est plutôt positif, là, aujourd'hui. Alors qu'hier c'était négatif, le colza c'est plutôt positif aussi. Ça, ça varie de jour en jour, ça. Il y a plein de paramètres, la conjoncture des autres pays, enfin c'est mondial, hein, qui font que, voilà, ça fait bouger les cours. Et après, ça peut être aussi économique. Ça stresse pas mal, non? Sur le travail, le fait du prix, ben, on ne sait pas. Les matières premières qui sont élevées qu'on a besoin d'acheter, tout ce qui est protéines et tout ça. Donc ça, c'est... Le mieux, c'est pas de vendre la perte, déjà. Mais essayer d'en gagner quand même un maximum pour pouvoir vivre correctement et puis pour investir raisonnablement. C'est le seuil de rentabilité, c'est... Ça varie d'une exploitation à l'autre. Hein. C'est en fonction des investissements, ça. Des charges qu'il y a à côté. Plus on investit, ben, plus c'est bas, plus c'est dur de vendre de façon rentable. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut être prudent en fonction de comment on investit aussi. Pour faire n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais abordé la question de l'école, du rapport à l'école avec la maman, la sœur, l'épouse d'un suicidé. Et toutes m'ont dit, il y a eu un rapport difficile avec l'école. Il aimait pas ça, il voulait pas y aller. Bon, donc mon travail de sociologue, c'est de m'intéresser à ça, puis de me dire mais qu'est-ce qui tourne là autour? Et ce qui tourne autour de l'école, c'est la compétence professionnelle. Est-ce qu'on acquiert là des compétences qui sont nécessaires à l'exercice du métier? Et moi, je fais l'hypothèse que ce glissement de tâches, le fait qu'on fait un métier parce qu'on veut s'occuper des vaches et puis finalement on s'occupe de faire des papiers, enfin on devrait s'occuper de faire des papiers, fait qu'on a l'impression qu'on fait un métier qu'on n'a pas choisi. Et les hommes donc confrontés à cette obligation d'inscrire leur exploitation dans la modernité. Enfin, je veux dire, ils sont soumis. S'ils veulent des subventions, il faut remplir des dossiers. On n'est plus du tout dans le métier tel qu'il était pratiqué il y a 50 ans. Hein. Donc cette compétence-là, qu'ils ont évitée quand ils étaient à l'école, parce que ça les intéressait pas, parce que les parents disaient mais le métier il s'apprend là, à l'écurie, il s'apprend pas à l'école. À l'école c'est en plus, c'est aussi pour avoir les primes à l'installation, etc. Eh bien cette difficulté donc à laquelle ils se trouvent confrontés là, ils ne peuvent pas l'éviter. Monsieur Courteau, bonjour. Camille Amoura, voilà. Asseyez-vous. Merci. Merci d'avoir accepté le rendez-vous. Donc on sait ce que vous avez indiqué par téléphone. Hein. Vous pouvez vous asseoir, hein, je vous en prie. J'appartiens à l'université de Reims et on réalise une étude privée pour la MSA, hein, pour la Mutualité Sociale Agricole. Et moi, c'est pour discuter un peu de votre travail. Hein, voilà. Il n'y a pas de problème. Le plus difficile à vivre pour vous, c'est quoi? C'est les papiers. Tout ce qui est papier, paperasserie, quand on enregistre un veau, les normes, les traitements, parce qu'on fait des céréales aussi, et puis de la viande. Donc dès qu'on traite une bête, faut marquer avec quoi on la traite. Il faudrait marquer le numéro de l'ordonnance. Bientôt, il faudra peut-être marquer l'heure où on la pique, la bête. On arrive dans des paperasseries. Moi, ça me dérange pas. On fait une traçabilité, on la fait. Mais quand on vend des bêtes à l'exportation, est-ce qu'en Amérique du Sud, ils ont des traçabilités? Vous prenez un exemple, on se trompe sur un papier. Ça arrive, on est des humains. Nous, c'est parce que on a l'intention un peu de magouiller, quoi, ou
Alors que quand certains papiers arrivent dans des lieux publics, c'est une erreur d'ordinateur, ou vous n'en tenez pas compte. Mais nous, aussitôt, attention, c'est le premier appel. Si vous ne faites pas sans règle, vous aurez soit une suppression des primes PAC ou différentes choses. Au final, qu'est-ce que ça provoque, tout ça? Mais ça provoque qu'aujourd'hui, on est dans le milieu agricole, on achète, on vend, on négocie avec des assurances, avec des banques, tous les papiers à remplir, tout ce qui est fonction publique, les bouclages, la PAC. On a des casquettes sur tous les domaines. Il faut qu'on soit performant dans tous les domaines. Est-ce que vous connaissez une personne qui est capable d'être performante dans tous les domaines? Il y a toujours des performances qui seront moins fortes. Et le problème, c'est qu'après, on a des conséquences que on a fait une erreur là, ou une erreur là, on la paye cash. Et est-ce qu'il y a d'autres conséquences économiques? Oui, j'en arrive, c'est que quand on paye cash, on va nous retirer un pourcentage de nos primes PAC. Vous allez aller retirer des primes PAC à quelqu'un qui touche des primes. La partie de primes ne représente qu'une partie de son salaire. Vous allez aller toucher des primes à une personne qui gagne un SMIC et qui travaille des heures et des heures. Je comprends qu'il y en a qui pètent un peu les plombs, je veux dire. Pour le volet quantitatif de l'étude, on a simplement fait passer le questionnaire qui mesure les intentions suicidaires. C'est une échelle de désespoir, pour être un peu plus précis. Et finalement, cette échelle, elle pose la question suivante aux gens. Dans quelle mesure est-ce que vous voyez l'avenir avec optimisme? Dans quelle mesure est-ce que vous êtes découragé? Quand on regarde les résultats sur l'échelle de désespoir, on s'aperçoit que 53,1% des sujets ne présentent aucun risque suicidaire, mais qu'il y a environ 45% de l'échantillon qui est au-dessus du seuil d'inquiétude. Et parmi ces 45%-là, il y en a 23% qui sont à un seuil de très grande inquiétude, et l'échelle en fait prédit un passage à l'acte quasi imminent. On n'a pas bien évidemment, on n'a pas la réponse, mais voilà, premier constat bluffant. On a mesuré l'identité personnelle des individus et l'identité professionnelle. Premier résultat édifiant, c'est que quand on mesure cette prégnance de l'identité personnelle et professionnelle dans une catégorie autre que des producteurs de lait, mais on n'a pas une très forte corrélation. Il existe une corrélation, mais on n'a pas une forte corrélation entre l'identité perso et l'identité pro, l'identité personnelle et sociale. Or, chez les agriculteurs, ces deux identités semblent être fusionnées. On retrouve, en fin de compte, des personnes qui surinvestissent leur métier, qui surinvestissent leur profession et qui n'ont pas, depuis leur installation, des fois à 20 ans jusqu'à 50 ans, connu autre chose que 12 heures, 13 heures, 14 heures de travail par jour, sans sport, sans relations sociales très développées, parfois de l'isolement parce qu'il n'y a pas de mariage, du célibat, etc. Et donc, des personnes qui concentrent tous leurs efforts sur la profession. Donc, ils ont une identité professionnelle qui a envahi l'ensemble de leur espace-temps, si je puis dire, l'ensemble de leur activité. De manière concrète, dans la tête des individus, c'est moi, ma ferme, là, elle fonctionne mal. Mais ma ferme, c'est un peu moi. Et quand la ferme va mal, c'est moi qui vais mal. Et si elle meurt, ça vaut peut-être plus vraiment le coup que moi, je continue à vivre. J'ai pris conscience qu'il fallait que je m'occupe de moi, malgré les candidatons de la campagne où il ne faut pas s'occuper de ces choses-là. J'ai décidé de faire une psychanalyse et puis de prendre rendez-vous chez un psychanalyste. Donc il y avait un Bernard avant et maintenant il y a un Bernard qui est différent, qui pense différemment, qui se comporte différemment. C'est un nouveau système d'agriculture. Après la moisson, je ressème des plantes, et normalement, je ressème dans ces plantes. Une grande partie de la planète ne laboure plus, ne travaille plus le sol, sème dans les débris végétaux et récolte, tout pareil. C'est des systèmes innovants, on appelle ça l'agriculture de conservation. On recrée de la matière organique, on relance la vie du sol,
et on stocke le CO2. Comme on ne brasse pas la terre, on ne fait pas trop de pertes de CO2, nous on le stocke. On préserve et on conserve les sols. On les rend vivants. Voilà, on arrête de les tuer, on les rend vivants. J'aime bien ce concept de redonner la vie au sol et de travailler avec des plantes au lieu de travailler avec de la mécanique. Donc au début c'est assez dur, tu as une perte de rendement, mais au bout de 5-6 ans, tu retrouves les rendements que tu avais d'antan avec moins de charge. Mais bon, économiquement c'est pas rentable pour ces messieurs fabricants de produits. Nos pères et nos grands-pères avaient créé les coopératives, mais ces coopératives maintenant ont été plus ou moins croquées par des boîtes agroalimentaires. Donc on est actionnaire ouvrier maintenant. Des boîtes agroalimentaires. Après l'agriculteur, ce qui lui reste, il se démerde à vivre avec. Quand il a payé toutes ses charges, tous les produits, tous les engrais, le matériel et tout, voilà, il reste, comme dirait l'autre, les miettes. Donc faut essayer de réfléchir. Alors je connais Christophe depuis le mois d'avril, suite à un appel au secours qu'il a lancé dans la presse et auquel on a répondu en l'appelant, en lui demandant s'il souhaitait nous recevoir. Il nous a donné son accord pour qu'on puisse discuter, se voir. On a entamé un dialogue qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui à une réflexion pour essayer de sortir de cette impasse, à la fois pour leur santé et en même temps aussi pour penser d'une manière différente le fonctionnement économique de ces exploitations, quoi. Les céréales sont devenues, ont augmenté énormément. La viande n'a pas suivi, le lait non plus. Et là, on est à ce qu'on peut appeler un ciseau, quoi. Les coûts sont bien supérieurs à ce qu'on peut produire, ou à la valeur de ce qu'on peut produire. Donc, on se retrouve coincé dans un système où la survie, c'est de copier le modèle qui domine, c'est-à-dire les céréales. La bonne solution sera certainement là. Le marché est porteur, les besoins sont énormes. Et en même temps, ça correspond mieux. Enfin, on sait que en céréales, le travail est moins intensif. Les heures passées sont beaucoup mieux rémunérées quand même. Donc voilà, c'est certainement la bonne solution pour vous. Ouais. Moi, je me dis, il faudrait quand même un petit peu que les politiques se rendent compte quand même aujourd'hui de cette tristesse, quoi, que dans les années à venir, le lait va venir d'ailleurs. La viande aussi. Oui, probablement. Ou alors, ce qu'on peut supposer aussi, c'est que la viande sera produite d'une manière plus industrielle, encore plus industrielle. Parce que faut quand même savoir que il y a 80% des céréales produites en France sont quand même mangées par les productions de viande industrielle. Alors les productions de viande industrielle, c'est quand tout à l'heure on parlait d'élevage, qu'occupe l'espace comme on le connaît, quoi, enfin comme on le voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les univers concentrationnaires des animaux élevés d'une manière industrielle, poulets, cochons, toutes sortes de volailles, dindons, canards et autres, qui sont amenés maintenant à produire les protéines animales. Ce qui fait que du coup, ce mode de production est sous la coupe du système, est dépendant du système céréalier, lui aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit les difficultés que ça génère pour une entreprise comme Doux, qui a plutôt envie d'aller faire ses poulets au Brésil ou ailleurs. Pour soutenir Dominique et Christophe,
une chaîne de solidarité s'est créée. Voisins, amis, amis d'amis, rapidement une association est née. Elle compte plus de 400 membres. Ce soir, Claude, son conseiller agricole, a changé d'emploi. Par amitié, il pousse la chansonnette. Avec un vieux point à mon gré, la couère d'Opion, la couère de la qui, la couère d'Opion, le pion query, la couère d'Opion. Avec sa lettre envoyée aux médias, Christophe a su mobiliser des centaines de citoyens. Agriculteurs et citadins, ils ont choisi de s'investir pour que continue de vivre la ferme des étangs. Christophe, quand il a poussé son cri, a réveillé les consciences. Pour parler plus crûment, on a tous pris un coup de pied dans le cul. Ça nous a réveillé un peu les citoyens qu'on est un peu. On a dit, mais c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Si on a une tendance parfois à s'endormir sur le malheur, à s'habituer, à banaliser la pauvreté et la précarité. Et là, les gens ont réagi, chacun à sa manière. C'est très drôle parce que tout le monde n'a pas la même réaction. Certains viennent crier très fort, d'autres viennent taper dans le dos, d'autres viennent donner un petit quelque chose. C'est beaucoup d'émotions. Le comité de soutien vous remercie très chaleureusement de votre participation et de votre présence amicale. Il va continuer à soutenir Christophe et Dominique dans leur combat pour vivre de leur terre, mais aussi pour défendre les valeurs qui permettent de protéger la terre, pour que les paysans, ces acteurs du pays, puissent vivre décemment de leur métier. Christophe et Dominique. Certains Français essaient de créer des bouleversements. Pour en savoir toujours plus et pour en discuter, retrouvez le forum et toutes les infos sur les docs sur France3.fr.